Donc, bonjour à tous, Thibault Lejeune, vétérinaire donc, à Joinville, en Haute-Marne. Je suis donc, le référent apicole pour ce qu'on appelle les GTV. Les GTV, comme vous le voyez, c'est marqué en bas, groupement de techniques vétérinaires. C'est la partie vétérinaire pour tout ce qui est production animale. Et donc c'est moi qui suis avec donc, Luc ou avec Julie, donc, les affaires apicoles pour la région Grand Est, et qui assiste donc, aux réunions avec vos responsables, donc, au niveau de l'ADOP et du GTS apicole. Aujourd'hui, la thématique qu'on me laisse vous présenter, c'est le petit coléoptère, quelque chose qui devrait parler à certains, mais qui est peut-être étranger à d'autres. Donc, on va attaquer. Donc, Ethina tumida, c'est son nom scientifique, et on craint que ce soit le prochain fléau de l'apiculture française, si on ne fait pas ce qu'il faut pour ou le repérer, ou peut-être même le gérer si ça arrive. Donc vous voyez à gauche la charmante petite bête, dont vous devinez vaguement la taille à l'échelle des alvéoles sur lesquels il est posé. Donc pour attaquer un peu dans le vif du sujet, on a affaire à un parasite dont on va revoir la biologie après, qui est petit, dynamique, mais super toxique. Hein, ça c'est tout ce que j'ai trouvé pour résumer un peu la bête. Donc sur les illustrations, vous voyez en haut à gauche, pour vous faire une échelle, donc quelques parasites à l'échelle d'une tête d'allumette. Vous voyez, c'est quand même pas gros, hein, une paire de millimètres. Et sur l'illustration en bas à droite, donc sur un cadre avec des abeilles, on voit bien que ça ressemble pas à des abeilles. C'est petit, c'est noir, c'est brillant. Le problème, c'est que ça bouge vite et que ça peut vite faire du tort donc, dans la colonie. Donc on va voir un peu de quoi il s'agit. En guise de sommaire, donc, on fera un petit topo sur la biologie du parasite qui est assez particulière. Je vous exposerai pourquoi, d'après nous, Ethina est dangereux, parce qu'on pourrait très bien vous parler d'un parasite pour la science, pour faire joli, mais non, c'est réellement dangereux. Et à l'issue de ça, donc, Ethina, prévention et biosécurité, puisque c'est un thème qui a été mis en avant il y a bientôt 2 ans avec les conférences France Agrimaire. Et ensuite, pour rester dans une échelle pratico-pratique, Ethina, un enjeu collectif, force et faiblesse de notre région par rapport à ce problème. Biologie du parasite. Alors, le bon, c'est celui de gauche. Hein. Les autres, c'en est qui ressemblent, mais ce n'est pas les mêmes. On a typiquement un parasite qui est un coléoptère, donc la famille des hannetons, des méligettes, tous ces petits bêtes-là, qui se reconnaît donc, typiquement donc, avec 3 éléments assez distinctifs, donc des antennes en forme de massue que vous voyez en haut à gauche entourées. Il y a donc une distinction réelle donc, au niveau du thorax entre donc, le thorax et l'abdomen, sur le côté, et ce qu'on appelle les élytres, qui sont donc les ailes, ce qui couvre les ailes, ne vont pas jusqu'au bout de l'abdomen, et donc du coup, on voit bien qu'il y a un petit bout un peu plus poilu en bas, que vous ne retrouvez pas sur donc, le Sacramus luteus au milieu, ni sur le Carpophilus à droite, qui pourrait à l'œil ressembler, mais on voit bien que l'abdomen n'est pas le même. Donc déjà, on a un élément qui, quand vous voyez ça dans vos ruches, n'est pas très habituel, ça ne ressemble pas à une fourmi, ça ne ressemble pas à autre chose d'habituel, donc il faut déjà que ça attire votre attention sur le parasite adulte. En guise de biologie, on dira que donc, globalement, ça ressemble un petit peu à une petite coccinelle noire. Ça vole, ça peut voler entre 5, 10 jusqu'à 20 km à vol d'oiseau autour de la ruche. Son cycle biologique est essentiellement lié aux abeilles avec ce qu'on appelle un tropisme positif, c'est-à-dire qu'il cherche activement les colonies d'abeilles, puisqu'il en a absolument besoin pour se reproduire de manière efficace. Il peut toutefois survivre en se nourrissant que de fruits ou faire quelques cycles d'un fruit fermenté parce qu'il y aura un peu de chaleur dedans. Donc c'est ce qui nous fait craindre de son introduction éventuellement sur le territoire français, puisque autant éventuellement les mouvements d'abeilles on peut encore les évaluer, mais avec la mondialisation des échanges, on en reparlera tout à l'heure, il peut très bien arriver donc à l'occasion d'un transfert de fruits et de légumes en provenance de pays contaminés. Le cycle de reproduction se passe dans les ruches, mais donc aussi dans des produits fermentés parfois. Le souci, c'est qu'il y a aussi un cycle de nymphose et d'exploration qui se passe hors des ruches. Donc c'est pour ça que je le rappellerai tout à l'heure. De mon point de vue, Ethina, c'est une mauvaise combinaison entre, on va dire, donc varroa qui vit dans la ruche aussi, mais frelon asiatique qui vit à l'extérieur et qui peut disséminer à vol d'oiseau.
Donc là, ça complique quand même beaucoup les choses. Sur le cycle biologique, on va essayer de démarrer au début. Il y a des œufs qui sont en général pondus en grappe à gauche et à droite dans les zones, on va dire, les plus inaccessibles donc, de la colonie. Vous voyez à gauche donc, la taille des œufs par rapport à une tête donc, de nymphe d'abeille. C'est quand même pas très très gros. Quand c'est pondu au ras d'un fil, c'est pareil, on ne les voit pas beaucoup. C'est pondu en amas. Les œufs sont blancs, translucides, comme des petits grains de riz. Mais s'il y a un petit peu de déchets de propolis ou un peu de cire qui recouvre après, forcément, on peut passer à côté. Ça éclot relativement vite, au bout de 2 à 4 jours, selon les conditions de température. Et quand ça éclot, ça donne quoi? Des larves. La larve que vous voyez en bas, c'est celle qui est décrite donc, dans la plupart donc, des documents qui sont à votre disposition. Elle aussi, elle a quand même des éléments assez caractéristiques pour la distinguer des autres. Globalement, à l'état larvaire, on a un parasite d'1 centimètre, globalement, qui possédera quand même 3 paires de pattes assez longues sur la partie inférieure. On les voit devant. Et elle a une couleur un peu blanc-crème, déjà un petit peu différente donc, que des œufs. À première vue, n'importe qui pourrait penser que ça ressemble peut-être à une larve de fausse teigne. Mais on verra que dans le cycle, on peut faire la distinction. La fausse teigne, quoi qu'il en soit, c'est un papillon, donc la suite du cycle passera par une phase de nymphose avec de la soie, alors que le petit coléoptère, c'est un coléoptère, ça se rapproche du hanneton. Donc vous savez que les hannetons, quand ils sortent, après ils vont s'enterrer dans la terre, il n'y a pas de cocon. Autre signe distinctif de la fameuse larve qui a donc 3 paires de pattes à l'avant, une double rangée d'épines sur le dos et donc qui finissent avec des protubérances épineuses au bout à la queue à gauche. Donc une fois qu'on a déjà commencé à repérer ce type de larves dans la ruche, on commence à avoir un peu froid dans le dos. Les larves, qu'est-ce qu'elles y font dans la ruche? Il faut bien qu'elles grossissent. Donc elles se nourrissent de miel, de pollen, du couvain des abeilles s'il faut. Et elle se développe pendant 10 à 16 jours pour arriver à une forme rampante qu'on verra après. Alors, au contraire des adultes qui fuient la lumière, les larves, quand elles sont abouties à la forme rampante, seront attirées par la lumière et c'est ça qui va les inciter donc à sortir des ruches, tomber au sol, ramper à une distance qu'on ne sait pas évaluer, jusqu'à 10 mètres parfois. Elles vont s'enterrer pour faire leur nymphose. Quand elles s'enterrent entre 1 et 20 cm de profondeur. Donc, elles bossent déjà. Hein. La plupart des larves sont environ à 10 cm de profondeur. Mais elles peuvent aller donc jusqu'à 200 mètres des ruches en rampant parce que c'est leur boulot. Elles ont l'instinct donc, de migrer à l'écart. Donc c'est déjà assez intéressant par rapport à ce qu'on voit d'habitude sur le reste. Le jour où vous voyez ça dans votre ruche, c'est déjà moins drôle. Hein, donc vous voyez donc, les larves à gauche ils sont déjà bien évoluées sur les rayons donc, de cire, donc, de miel et pourquoi pas de pollen, on en a parlé tout à l'heure. Et ensuite une fois que leur croissance est aboutie, donc vous voyez elles vont se regrouper en général donc, dans le bas de la ruche puisque c'est ce qui est le plus proche de la sortie. Hein, et donc c'est là que justement donc, comme elles sont rampantes, elles vont pouvoir donc, sortir et puis après chercher un emplacement pour s'enterrer. Donc, vous voyez, à l'aspect comme ça, une fois qu'elles sont grosses, on pourrait passer à côté en disant c'est de la fausse teigne, elles sont toutes au même endroit. Mais vous voyez bien, il n'y a pas un fil, il n'y a pas une soie, il n'y a rien du tout. Hein. Donc c'est déjà pas du tout pareil. Hein. Ça, c'est vraiment un élément intéressant. Nos fameuses nymphes qui donc, ont prévu de se faire donc, dans le sol, vous les envoyez à gauche. Donc après, il faut bien cette transformation pour arriver à la forme adulte du coléoptère. Entre 15 et 60 jours plus tard, puisqu'on est dépendant de la température, de l'hygrométrie, pourquoi pas du gel et qui là par contre les neutralise. On va dire que les nouveau-nés de couleur rougeâtre que vous voyez à droite donc, sur la photo vont sortir et vont devenir noirs peu après, une fois qu'ils sont sortis du sol. Et c'est cette phase donc, adulte qui leur permet donc, de pouvoir voler et éventuellement de migrer jusqu'à 20 km à la ronde sur des modalités qu'on ne connaît pas plus que ça, sauf ce fameux tropisme positif à rechercher d'autres colonies d'abeilles pour aller refaire un cycle de multiplication. Donc pendant cette phase de jeune adulte, les coléoptères peuvent se retrouver non seulement dans du matériel apicole, on en parlait, donc les ruches s'ils sont déjà dedans, mais aussi dans des colonies de bourdons ou dans des fruits ou dans des arbres fruitiers aux alentours. Ce qui fait que si on cueille des fruits qui sont contaminés par ces jeunes coléoptères, on les emmène ailleurs, quelques fruits échappent de la cargaison et en fait c'est comme ça qu'on va sans doute les emmener ailleurs. Pour essayer de faire un bilan chiffré dans les estimations, on va dire que globalement, 80 parasites adultes peuvent engendrer jusqu'à 36 000 adultes en 2 gros mois.
avec la cadence de ponte, la chaleur, l'humidité. On va voir avec le cycle finalisé. Si la chaleur est à jour, on a donc tous les paramètres qu'il faut pour que ça se multiplie vite et bien. Donc au début, 80 adultes, supposons qu'ils vivent sur un rucher, c'est déjà gentil. Les 36 000 qui en sortent, c'est sûr qu'ils ne vont pas rester sur le rucher, ils vont forcément aller ailleurs. Donc la question se pose, notamment par rapport au réchauffement climatique, puisque bon, tant qu'on a du gel, on se dira qu'au moins l'hiver, les larves sont censées être neutralisées donc, dans le sol, mais toutes celles qui auront réussi à faire leur cycle pendant l'été, donc avec la chaleur et l'humidité, celles-là, elles sont opérantes, et donc toutes celles qui auront réussi à devenir adultes, migrer et aller dans une autre colonie, seront bien au chaud pour l'hiver. Alors, pour revenir sur le cycle sexuel, donc, la femelle atteint la maturité sexuelle après 2 à 7 jours de vie, donc une fois qu'elle est adulte. Et elle peut recommencer donc, du coup, à pondre entre 1000 et 2000 œufs donc, pendant 30 à 60 jours. D'où cette dynamique, je ne dirais pas exponentielle, mais on n'en est pas loin. À l'état normal, l'adulte vit dans des cadres, les fruits et les autres hôtes intermédiaires. L'adulte, on se souvient, il se déplace rapidement sur les cadres, il fuit la lumière et même les abeilles. Il va se cacher autant qu'il peut. Donc si vous n'avez pas la chance, entre guillemets, de les voir dès le début à l'ouverture de la ruche, vous pouvez très bien passer à côté, parce qu'il faudrait aller après au fond ou entre plusieurs rayons pour tomber dessus. Les adultes, par contre, peuvent survivre jusqu'à 50 jours dans le matériel apicole, puisqu'ils s'en nourrissent un petit peu. Et donc je vous dis, attention, ça peut voler jusqu'à environ 20 km. Alors, ce qui peut faire varier le cycle, en fait, on l'a déjà sous-entendu. On est fortement dépendant de conditions climatiques. On verra après. Le parasite est originaire d'Afrique, donc il a besoin de chaleur. Ceci dit, en théorie, le gel, c'est une température négative, il n'aime pas, au stade de la nymphose, donc dans la terre. L'humidité, il lui en faut, donc là où c'est trop sec, ça peut neutraliser aussi. Et il faut un minimum en général donc de 10 degrés pour que le cycle puisse se faire dans sa totalité. Après, il se fera moins vite. Ce qui fait cette variation de durée du cycle de 27 à 80 jours environ, qui fait que donc, une année un petit peu fraîche, permanente, on aura peut-être que 1 ou 2 cycles de fait, en démarrant bien dès le printemps. Par contre, une belle année bien chaude, comme on a eu, avec un peu d'eau une fois de temps en temps, ça peut lui suffire pour se mettre en route et aller beaucoup plus vite. Évidemment, pendant l'hiver, les adultes ne restent pas au frais. Ils se greffent sur la grappe d'abeilles et sur une nourriture qui est proche. Et donc, du coup, ça assure leur survie pendant toute la phase hivernale. Et il y a donc ce mécanisme assez particulier qui, comme pour les abeilles, donc, ils ont un système de production donc, de phéromones, on appelle la phéromone de Nassanov, qui incite les petits coléoptères à revenir là où il y a déjà des petits coléoptères. Donc forcément, la colonie qui est déjà un peu atteinte, elle a peu de chances de s'en sortir, puisque de toute façon, les petits copains qui sortent, soit ils ont l'instinct d'aller plus loin, soit une certaine partie vont rester sur place et revenir dans la colonie qui est la plus proche. Le petit coléoptère peut vivre jusqu'à 6 mois. Donc globalement, en fonction de l'époque où il est né et du temps qu'il passe dans la ruche, il a largement le temps de faire tout son cycle. Pour reprendre une vision assez synthétique, on voit bien qu'on est donc sur un corps de ruche dans lequel se passe le cycle des adultes et donc l'éclosion des larves. En bas, donc, les larves vont sortir, puisqu'elles cherchent la lumière et elles s'enterrent. Et une fois que les petits coléoptères éclosent, donc, ils réintègrent un corps de ruche, ou localement, ou donc à distance. Alors là, vous avez donc en haut une carte à l'échelle mondiale. Tout ce qui est rouge, c'est là où il y a des petits coléoptères, en sachant qu'à l'origine, donc, le petit coléoptère est originaire donc, de l'Afrique subsaharienne. Et donc, globalement, il n'a pas diffusé tout seul. C'est essentiellement au gré donc, des commerces avec l'humain qu'il a réussi à coloniser donc, l'Australie, le Brésil, l'Amérique. Il y a eu une alerte, d'après les informations, en 2004, je crois, au Portugal, mais qui a été vite identifiée sur quelques nucléides d'abeilles qui ont été éradiqués rapidement. Et donc, on va le voir après. Au niveau donc, du territoire européen, c'est l'Italie, donc en Sicile, qui est plombée. Et donc, comme vous avez dû le savoir, depuis peu, donc, nous, au niveau de la France, l'île de la Réunion, donc proche de l'Afrique, qui a été déclarée positive donc, fin juin et début juillet.
Donc au niveau de l'Italie, on est sur le sud de l'Italie. Hein, il y a eu des découvertes d'individus en 2014. On va en reparler après. Globalement, du fait qu'on ne maîtrise pas donc, cette dynamique d'expansion, virtuellement, on sait que le petit coléoptère va jusqu'à environ 20 km en volant, mais principe de précaution, quand on craint les choses, on va mettre un périmètre beaucoup plus large d'investigation. Et donc là, ils ont mis un périmètre de 100 km autour des ruchers infectés pour essayer d'évaluer le problème et visiter donc, les ruchers tous les 20 jours. Et tout commerce de matériel apicole a été interdit, on va en reparler après. Donc sa répartition est déjà mondiale, alors qu'il y a quelques années, donc, il était donc, juste au niveau donc, de l'Afrique subsaharienne. Alors, question, pourquoi Echidna est-il dangereux ? On va dire que par son origine en Afrique du Sud, la présence des œufs d'Echidna tumida ne présente pas de risque particulier pour les abeilles de là-bas. Pourquoi ? Parce que manifestement, comme quand plusieurs agneaux vivent en communauté, les abeilles africaines ont manifestement développé une stratégie de défense qui fait qu'en en fait, elles emmurent donc, les petits coléoptères avec de la propolis et elles auraient ce comportement donc, de nettoyage et d'évacuation régulière des œufs, ce qui fait qu'apparemment les infestations sont relativement bien gérées et donc maîtrisées par les abeilles de là-bas. Comme d'habitude, nos abeilles européennes, comme pour Varroa, n'ont pas encore intégré ce mécanisme de lutte. Du coup, elles servent de restaurant, et donc les larves profitent du miel, du pollen et de tout ce qui se passe dans la colonie. Le souci, c'est que les larves, il y a un double effet qui se coule, c'est qu'elles ne se contentent pas de grossir grâce au couvain et au miel, elles sont porteuses en plus de levures qui vont faire fermenter votre miel. Donc du moment que les larves sont là et qu'elles commencent à passer dans les rayons, vous verrez donc votre miel qui coule au fond parce qu'il fermente, avec une certaine odeur un peu d'orange amère, assez ragoûtante apparemment. Et donc du coup, votre production de miel est inconsommable. Donc on perd sur tous les tableaux. Donc j'ai repris le cycle, on n'oublie pas, la larve sort après. Donc globalement, on est sur une vraie menace pour les abeilles françaises, puisqu'on avait déjà le varroa au départ, et là on a un autre parasite qui peut vivre dans les colonies, et qui pour autant fait encore plus de dégâts, parce qu'il ne s'attaque pas simplement aux abeilles, mais il nuit à la colonie donc, au niveau du couvain et des ressources, et en plus il fait tourner donc, la production qu'on aurait pu éventuellement espérer sortir si on s'était dit, la ruche est morte, je prends le miel, mais on ne peut même pas prendre le miel. Alors, de mon point de vue, j'espère que vous en conviendrez, pourquoi Echidna est dangereux ? Quand on le voit, en général, il est déjà trop tard, puisque pour le voir, il faut voir donc, des parasites donc, adultes, alors, sauf si on a la chance d'arriver aussitôt leur arrivée, et qu'ils n'ont encore pas pondu d'œuf, ou qu'on a réussi à tout détruire tout de suite. Il est peu probable que ça se passe comme ça. Pourquoi c'est dangereux ? Parce qu'une partie du cycle se réalise à l'extérieur, dans une zone qui est mal connue et difficilement contrôlable. Tout comme le frelon asiatique, où le parasite est extérieur, et donc du coup, on ne sait pas où est-ce qu'il vit. Une partie du cycle détruit directement la zone vitale de la colonie, le couvain, comme Varroa. Et ensuite, donc, on a donc, ce problème d'altération des denrées apicoles produites, le miel, le pollen qui sont avariés. Donc au niveau économique, c'est vraiment une catastrophe. On a le problème aussi que cet insecte, comme le frelon, donc, vole, donc il peut migrer jusqu'à 20 km du rucher infesté. Et en l'état actuel des choses, on en reparlera, on n'a pour l'instant pas de traitement possible de l'animal. Parce qu'on est restreint donc sur l'usage des médicaments vétérinaires. Pour l'instant, tous ceux qui existent ne sont destinés qu'au varroa. Pas de chance, on n'est pas sur un acarien, donc les médicaments qu'on utilise ne nous préviennent même pas donc, de l'infestation par le petit coléoptère. Et quoi qu'il en soit, donc, ça ne correspond pas à son mode de vie. Donc globalement, quand ça arrivera, on sera obligé de détruire donc, les colonies. Pour se rapprocher un peu de ce qui nous préoccupe au niveau de l'Europe, puisque je vous disais qu'au début on avait une répartition mondiale, mais maintenant donc, on a Echidna donc, depuis 2014 qui est aux portes de l'Europe, donc en Italie et plus précisément en Calabre, près de la Sicile. Et donc à l'époque, donc, les apiculteurs ont découvert ce nouveau petit coléoptère qui venait d'arriver, et donc en voyant le coléoptère et les soucis donc, sur le miel, ils ont déclaré le problème. Et le ministère donc, a fait ce qu'il a pu sur le moment, et c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Donc ils ont ordonné aux apiculteurs de mettre le feu à toute leur ruche, à la première larve d'insectes gênants, puisque de toute façon, dès qu'il y en a une, on sait qu'il y a d'autres œufs derrière. Donc ils ont éradiqué par le feu tout ce qu'ils ont pu. À l'époque, en 2014, c'était donc 3600 ruches par le feu, et les chiffres n'ont fait que grossir, on va le voir après.
Pour autant, malgré cette réaction relativement précoce au plus tôt après l'identification des problèmes, la propagation des TINA a poursuivi. Les bilans, vous voyez, 2014, 61 foyers, alors que 2013, rien de vu. 2015, 31, 2016, 47, 2011, plus que 11, 2017, pardon, plus que 11, et 2018, plus que 5. Je n'ai pas retrouvé de statistiques plus récentes que 2019, où, à l'époque, ils n'avaient encore détecté aucun foyer, mais globalement, ils sont toujours en vigilance. Donc vous voyez qu'en bas à droite, la seule solution pour l'instant, c'est nettoyage par le feu. Sauf qu'on peut en reparler, le feu, ce n'est que la boîte. Qu'est-ce qu'on fait donc des larves qui sont sans doute dans la terre, aux alentours, à X km à la ronde? C'est compliqué. J'en parlais avec un responsable national donc au mois de décembre, il y a un an. Ils ont voulu faire en France un exercice de simulation, donc dans le sud de la France, pour s'entraîner justement. Et dans l'exercice, ils avaient mis donc, le rucher, ce papier était contaminé. Je ne sais plus si c'était dans les Alpes ou dans ces coins-là. Déjà, quand on a dit aux pompiers qu'on allait mettre le feu au rucher, ils ont dit non, parce que nous, on ne veut pas ramasser tout ce qu'il y a derrière. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de la terre polluée, quoi? Où sont les larves? On décaisse quoi? On met de la chaux? On met de l'antiparasitaire? On fait quoi? Donc, on n'a pas de solution pour l'instant. La solution immédiate d'urgence, c'est forcément ça. D'où le périmètre de vigilance pour l'Italie, 100 km à la ronde. La France, je pense qu'il faudrait qu'on discute de la question, mais ce sera sans doute pas beaucoup moins. Je vous laisse imaginer le nombre de ruchers à visiter tous les 20 jours pour essayer de savoir ce qu'il en est. C'est juste inimaginable. Déjà la loque, ça vous fait suer. Alors imaginez le petit coléoptère, c'est beaucoup moins drôle. Donc la seule solution pour l'instant qu'on a pour les TINA, ce serait ça. Pas très satisfaisant et on n'a pas du tout envie d'y arriver. Alors, quelle prévention? De toute façon, un peu ce que je fais avec vous aujourd'hui. De mon point de vue, pour rencontrer encore assez souvent des apiculteurs qui n'ont pas du tout connaissance de l'existence de ce type de parasites, vous formez pour que vous, qui êtes donc au chevet de vos ruches régulièrement, vous puissiez donc repérer l'insecte facilement, de manière à peu près certaine, et l'identifier rapidement des meilleurs délais. On est bien d'accord pour dire que sur une maladie comme les TINA, qui est donc dans l'ancienne réglementation un danger sanitaire de classe 1, donc les méchants des méchants, avec la nouvelle loi de santé animale, donc pour l'instant il reste donc prioritaire, évidemment. Donc les textes ne sont encore pas actés, mais les dispositions précédentes sont toujours valables pour les TINA. On est bien sur l'idée que c'est suspecter l'infestation qui est prioritaire. Vous faites une déclaration de suspicion, vous êtes dans les règles. Si vous attendez de confirmer la chose, vous avez pris du retard et vous faites perdre du retard pour tout le monde. Donc au niveau réglementaire, il faut bien penser qu'on est condamnable si on ne fait pas la déclaration de suspicion. Il vaut mieux que vous dérangiez un veto payé par l'administration pour venir voir ce qui se passe et qu'on fasse des prélèvements qui n'aboutissent pas au bon diagnostic, et ça ne vous coûte rien. Mais par contre, au moins, on a mis le doigt dessus. Si par contre, vous dites « Oh, c'est bizarre, ces larves, tiens, je vais me documenter un peu, je vais attendre, dans 8-15 jours, je verrai bien s'il y en a encore et tout », à l'échelle où ça va, ça ne marche pas. Donc là, il y aura quand même des soucis. Donc c'est bien la suspicion qu'il faut donc déclarer rapidement. Et donc, avec ça, au moins, on peut être réactif derrière. Alors, quand est-ce que vous aurez l'occasion de faire une suspicion? Lorsque vous visitez vos ruchers, évidemment. Sauf que, vous avez bien vu, le petit coléoptère, donc l'adulte, n'aime pas trop la lumière. Donc, du coup, dès que vous allez ouvrir, les 1 ou 2 qui étaient peut-être en haut, ils vont vite disparaître. Donc, ça suppose quand même qu'on s'astreigne à visiter les ruches avec une extraction des cadres assez régulière pour avoir des chances, statistiquement, de pouvoir tomber dessus s'il y en a. Et aussi parce que les larves que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont amassées au fond, il n'y a guère que si on enlève donc, les rayons qu'on peut avoir des chances aussi de les voir au fond donc, de la caisse. Donc ça veut dire que dans la ruche, on peut avoir plusieurs petits coléoptères, il faut pouvoir les identifier. Du moment qu'on en voit un, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Si vous avez été assez prudent pour installer des pièges, parce que vous savez sans doute qu'il existe des pièges qu'on peut placer en tête donc de rayons avec un peu d'huile dedans, et parfois ils tombent dedans, ça vous évite de chercher partout. Et il est évident que s'il y en a un qui est tombé dedans et qui est visuellement identifiable, le diagnostic est déjà fait. Donc il faut penser à ça.
Ensuite, donc, la présence dans la ruche de une ou plusieurs larves d'environ 1 cm de long à maturité et de couleur blanchâtre, c'est pareil. Sans être parano, ne pensez plus simplement qu'à la fausse teigne, puisque je vous ai bien dit que déjà la larve n'y ressemblait pas tout à fait, même si quand elle est déjà bien avancée, elle peut y ressembler. Par contre, avec la fausse teigne, à un moment ou à un autre, il y a toujours des traces de filaments, de soie, quelque chose. Avec petit coleoptère, jamais. Et alors, si vous avez un examen très très minutieux comme l'apiculteur de l'illustration, si vous avez la chance de voir aussi donc, ces petits grains blancs de riz un peu bizarres, c'est pareil, il faut persister un peu dans la recherche au niveau de la ruche. Ok. Donc, en matière donc, de biosécurité, puisque si vous vous souvenez, il y a quelques années, on avait des cycles de formation sur ce thème-là. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas innocent par rapport à Etina. Pourquoi? Parce qu'on a un danger qui peut se développer dans une ruche, au sein d'un rucher, et même entre ruchers, puisque donc, le danger peut évoluer par voie aérienne. La détection précoce est indispensable pour nous donner des chances d'identifier le problème. Normalement, quand on vient et qu'on fait une suspicion, les parasites, déjà, on les met tout de suite dans l'alcool. On ne se dit pas, je les mets dans la poche, je verrai ça plus tard, parce que s'ils tombent par terre et puis on les emmène ailleurs, c'est pas plus drôle. Donc on les met dans l'alcool, on les envoie rapidement, donc là on en reparlera avec le système administratif, donc à des personnes qui ont compétences pour faire la diagnose et nous assurer que ou l'œuf, ou la larve, ou le parasite qui a été saisi est bien donc un petit coleoptère. En cas de suspicion, justement, on en parle, qui prévenir? Donc ça rebondit sur ce que M. Pot-au-Feu prêtait ce matin. Là on est sur du sanitaire, donc globalement votre réflexe c'est les services vétérinaires de votre département, ou en tout cas au minimum, voire même du département où se situe le rucher, parce qu'administrativement c'est bien là que ça se passe. Donc si vous êtes en transhumance, il faut faire la part des choses. Ce sont certes des ruches à vous, mais les ruches elles sont à quel endroit? Parce que nous c'est un problème géographique. Donc la DSV, pourquoi pas, si vous êtes en rapport régulier avec un vétérinaire mandataire d'apiculture ou un vétérinaire de PSE qui est censé avoir des compétences en apiculture. Et donc après on essaie de gérer l'information. Je ne saurais trop vous inviter, si ça arrive un jour, à être relativement confidentiel. Parce que là, c'est vraiment très très sérieux. En apiculture, les informations tournent des fois parfois très vite. On peut très bien être le voisin d'apiculteur qui a appris qu'il y avait un truc à côté de chez lui et qui n'a pas trop envie qu'on vienne voir chez lui. Donc si par hasard il travaille les ruches ailleurs ou quoi, okay, c'est compliqué pour nous pour l'enquête. Donc votre référent dans ces cas-là, c'est le veto, la DSV et point barre, c'est tout. N'oubliez pas quand même qu'il y a des règles. Le non-respect de la réglementation en matière donc, de non-déclaration de suspicion ou de tentative de masquer un peu le problème, ben, ça expose à des risques sanitaires, mais aussi à des poursuites pénales. Et là, c'est tout à fait prévu dans le code de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a trop à perdre pour tout le monde, c'est évident. Alors évidemment, je rebondis un peu sur ce qu'on avait déjà évoqué ce matin. D'où l'utilité de déclarer son ou ses ruchers. C'est quand même plus facile que de prendre les devants. Éventuellement, on sera amené à réfléchir sur la question, je pense, avec vos responsables, de déclarer les mouvements d'abeilles, donc trouver une manière de structurer les transhumances, et aussi les mortalités. Parce que là, vous voyez le stade où la ruche est malade, mais quand vous arrivez dans un rucher où il y a peut-être déjà 2 ou 3 ruches qui sont déjà éradiquées, normalement, statistiquement, passer 20%, vous êtes censé déclarer les mortalités. Et c'est une des motivations qui justifie donc, que l'État paye des vétérinaires pour venir sur le terrain, voir de quoi sont mortes les abeilles. Etina fait partie de cette vigilance permanente. Alors évidemment, le problème, c'est que les mesures destinées à éradiquer le coléoptère et à éviter sa dispersion, heureusement, c'est payé et financé par l'État. Et de même que, je pense qu'il y a des barèmes d'indemnisation pour les apiculteurs qui seraient touchés, comme ça a été évoqué pour la LOC américaine. Donc, dans un premier temps, globalement, ça ne vous coûte rien de faire les déclarations. Je vous dis, il vaut mieux qu'on vienne pour rien, plutôt qu'on passe à côté et que 20 mois plus tard, on fasse tout le boulot à échelle 10 x 10. En matière de biosécurité, des bonnes pratiques apicoles, évidemment, on en parle souvent, chacun fait au mieux sans doute dans ses ruchers. Mais donc pour limiter le problème, il n'y a pas à tortiller, il faut inspecter souvent les ruches pour être capable de dépister rapidement les éventuelles ruches malades.
Vérifiez quand même la propreté du matériel d'inspection, les vêtements, les chaussures. Les larves ont des petites pattes, elles grimpent. Si vous voulez trimballer avec vos chaussures ou une vareuse qui était restée sur le côté, vous la remettez dans la camionnette, vous allez faire le rucher suivant, puis sans le savoir, vous emmenez vos larves avec. C'est pas très intéressant, hein. Si vous avez la possibilité, au cas où, hein, sans être parano, de placer des pièges permanents en cas de doute, c'est bien, sauf qu'il faut les vérifier. Pas tout mettre des pièges et puis de dire je relève une fois par an, on verra bien ce qu'il y a dedans. Hein, donc du coup, on s'astreint comme à le vérifier, remettre du liquide si ça a été percé. Et surtout aussi, on va en venir là, connaître précisément les mouvements de ruches, au moins les vôtres. Pourquoi? Parce que là, comme il y a une dynamique locale, si vous avez emmené des ruches qu'on trouve positives au Ptycoleptère à un endroit, mais qu'un mois avant, elles étaient à 200 bornes plus loin, ben, il faut qu'on aille voir ce qui s'est passé 200 bornes avant, quoi. Donc vous avez, je pense, tous votre traçabilité en interne. Vous savez à peu près donc, combien de ruches vous avez emmené d'un site à l'autre, et éventuellement les mortes ou les non-valeurs, où est-ce qu'elles sont, il faut bien les noter. Évidemment, attention aux achats d'abeilles, importation directe, indirecte. Alors dans achat d'abeilles, j'inclus aussi la collecte d'essaims, hein, parce qu'un essaim naturel qui est capté quelque part, on ne sait pas l'origine, ben, il peut très bien être porteur de micro-parasites, donc de Ptycoleptères adultes. Et donc la déclaration de suspicion, je le dis et je le redis, ça ne coûte rien. Ceci dit, n'oubliez pas que dans cette procédure-là, quand bien même un veto ne pourrait pas venir rapidement dans les 48 heures qui nous sont imparties normalement, vous avez toute liberté pour faire des prélèvements qui permettraient de faire avancer le diagnostic. Donc dans ces cas-là, c'est je prends tout ce que je peux, les petits noirs, les blanches en bas, et puis je mets tout ça dans l'alcool à 70, et ce sera déjà pas mal. Comme ça, après, si on vient et qu'on n'a plus assez de matière, il a plu, il se passe n'importe quoi, on a déjà de quoi faire la diagnose, et après, nous, si on veut faire des prélèvements encore en plus, ça ira dans le même sens, mais au moins, il y a déjà de la matière. Donc ça, c'est votre responsabilité quand même d'apiculteur, de pouvoir faire donc, des prélèvements. En général, moi, quand j'ai un appel pour une mortalité, je dis toujours à l'apiculteur, mettez-moi les ruches de côté, mais si jamais il y a des abeilles mortes et qu'il menace de pleuvoir ou chose, faites un prélèvement de bonne qualité, et puis après, on voit ce que ça donne. Donc, je pense que vous l'avez compris. De mon point de vue, Etina, c'est un enjeu collectif, puisqu'on est tous concernés. Alors, collectif, ça met qui dans la boucle? Les apiculteurs, ça c'est vous. Vous êtes nos premières sentinelles sur le terrain, parce que vous passez quand même beaucoup de temps donc, dans vos ruches, et c'est vous qui allez être les premiers observateurs donc, dans vos ruches et dans ce qui se passe aux alentours. Ce que j'entends par les ruches alentours, ben, c'est la problématique des ruchers donc, qui seraient pas trop suivis, abandonnés, délaissés, et qui pourraient être eux-mêmes donc, ces fameux donc, réservoirs donc, de petits coléoptères si un jour on avait un foyer qui se déclare. Rien ne peut empêcher de penser que le rucher qui est mourant, il est peut-être mourant à cause de ça. Dans la boucle, on a donc les vétérinaires donc, qui donc, relaient les observations des apiculteurs, qui peuvent, à l'appui donc, des formations que vous suivez donc, avec le GDS Apicole Grand Est ou l'ADA, donc, vous faire donc, des cycles de formation. Là, j'ai utilisé des données qui viennent donc, du cycle de formation qui était donc, déployé par France Agrimaire il y a bientôt au moins 3 ans, je crois, sur 4. Et donc, du coup, c'était ce cycle qui était donc, dispensé auprès des apiculteurs. Lors de vos assemblées générales ou de joints techniques, on peut très bien donc, revenir pour vous faire donc, le grand module qui est bien plus conséquent pour vous réexpliquer comment fonctionnent les petits coléoptères. D'un point de vue plus factuel, donc, nous prenons donc, les informations que vous allez nous donner. On viendra sur place donc, pour observer les colonies avec vous. On développera donc, une approche épidémiologique. Donc ça c'est quoi? Ben, c'est l'enquête de terrain pour savoir quel lien votre rucher suspect, voire même confirmé positif, peut avoir comme relation avec d'autres ruchers aux alentours. Et aux alentours, c'est géographique. Donc à moins de X km à la ronde, mais c'est aussi donc à l'échelle de la région, vous avez bougé des ruches, il en est venu de côté, donc on fait toute l'enquête pour savoir jusqu'où le petit coléoptère a pu aller, quoi. On sera sans doute amené à gérer donc, les foyers positifs, donc globalement c'est éradication par le feu, et justement mettre en place cette vigilance donc, de recherche de foyers secondaires avec l'aide de l'administration qui va donc nous épauler par rapport à ça. Sur la gestion des foyers positifs, on a déjà parlé, l'éradication par le feu, mais pas forcément facile à faire, parce que si on est dans des zones où c'est contre-indiqué, eh ben, il faudra peut-être qu'on imagine des procédures. Moi, j'ai déjà pensé, peut-être les ruches, les emballer dans des fumées tirables, et puis les emmener ailleurs, parce que si là où elles sont, on ne peut pas les cramer parce qu'il y a des pins, parce qu'il y a tout ce qui s'ensuit, on ne va pas reproduire ce qui se passe dans les Landes ou ailleurs, juste pour 10 ruches, quoi. Donc on a toute cette procédure à penser, et je pense que l'exercice de
simulation qui avait été envisagée dans le sud de la France. Si on peut en essayer un dans le Grand Est avec l'administration, ce sera quand même pas si mal, parce que je pense qu'on peut trouver un scénario bien compliqué chez nous qui mettra les difficultés au cœur du problème. Et donc le troisième partenaire, forcément, les services de l'État. Hein, on est sur une dynamique sanitaire. C'est donc les DSV qui reçoivent donc les déclarations d'apiculteurs, qui vont mandater les vétérinaires pour assumer donc la procédure de suspicion et ou de confirmation. Des laboratoires ou des référents nationaux compétents pour faire la diagnose des parasites. Et ensuite, mener à bien avec donc les vétos et les apiculteurs le système de dépopulation donc des foyers infectés. Donc ça commence à faire un petit peu de monde dans la boucle. Alors j'essaie de revenir sur un aspect relativement pratico-pratique. On est en Grand Est, donc globalement on est pressenti pour être sans doute, on est au moins la 3e région apicole de France, peut-être même un jour la 2e, de par notre potentiel agronomique et donc la densité en apiculteurs. Donc en force, je dirais, les apiculteurs, ils sont nombreux et très présents sur le terrain. Le souci, c'est que, je parle pour la problématique de petits coléoptères, hein, les niveaux de compétences et d'attention sanitaire sur les petits coléoptères sont sans doute très variables, parce qu'il y a ceux qui savent et puis il y a ceux qui ne savent pas. Il n'y a que 2 catégories. Hein. Et donc là, quel que soit le statut, pro, semi-pro, débutant, la formation et l'information profiteront à tout le monde. Ce qui me gêne dans l'affaire quand même, et ça faut le dire, c'est le fait que donc, le milieu apicole soit toujours assez discret sur les soucis sanitaires, et or, petit coléoptère ne tue pas massivement. Donc le temps que vous disiez, là c'est bizarre, les colonies ça baisse, c'est plus ce que c'était. Si vous n'avez pas le réflexe d'ouvrir les ruches pour sortir les cadres, de voir le miel fermenter, de voir des larves au fond, vous allez vous dire, c'est tout, la colonie ne marche pas. On n'aura pas forcément le réflexe de la cramer parce que c'est pas forcément de la loque. Et donc du coup, on n'en parlera pas non plus parce que ça ne choque pas. Donc il y a un côté sournois de la chose qui va être encore se greffer sur le fait qu'en général, vos mortalités, comme vous en avez l'habitude d'en avoir, vous ne pensez peut-être même pas à déclarer, quoi. Donc il faut vraiment s'astreindre à essayer de caractériser les mortalités ou les dépopulations ou les pertes de vitalité des colonies. Une force de la région Grand Est, comme je disais, c'est un fort potentiel apicole, mais qui dit fort potentiel apicole, donc dit pas mal de colonies, avec aussi donc un attrait pour d'autres apiculteurs ou d'autres régions ou de différents départements au sein de la région. Donc des mouvements, des transhumances. Ce qui fait qu'on a une densité d'apiculteurs et de ruchers qui sont relativement variables sur les départements, puisque globalement sur l'Alsace, d'après les données PSE, on a au moins, je sais pas, 1000 ou 2000 apiculteurs par département. Les Vosges, pareil, 1000, lesquels 1500 peut-être, alors qu'en Haute-Marne, on est peut-être sur 400, 500, mais avec des plus grosses structures. Donc au final, ce qui compte, c'est la combinaison entre le nombre d'apiculteurs compétents capables de détecter le problème et aussi le nombre de colonies, à gauche à droite, disséminées, qui peuvent accuser le coup avec le problème. Donc il y a cette équation qui est compliquée à résoudre donc, sur tout le territoire. Le souci, c'est que, comme je le disais, on a peu de déclarations de mortalité massive ou dépeuplement. Donc ce réflexe que vous devriez avoir en saison donc, pour appeler vos DSV quand vous avez plus que 20 à 25% de mortalité ou de dépeuplement, et qui est compliqué par Etina, où en fait le dépeuplement est relativement sournois, donc vous pouvez passer à côté. Mais si déjà vous aviez plus le réflexe de déclarer les mortalités pour qu'on vienne, nous sur le terrain, investiguer les choses, ça nous donnerait peut-être plus de chances donc, de mettre le doigt sur le problème. Un élément qui est vraiment donc, problématique, c'est notre système de traçabilité des mouvements des colonies. Vous, je suis convaincu qu'en interne, vous savez très bien combien vous avez emmené de colonies, peut-être d'un point A à un point B, combien sont mortes au point d'origine, mais pour l'instant, on n'a rien de structuré à l'échelle de la région. Donc personnellement, moi je travaille sur une application mobile qui permettrait aux apiculteurs de déclarer sur une application vétérinaire, je parle, hein. Donc les mouvements, pour le cas où un jour on ait quelque chose, je suis intimement convaincu que Télérucher ne sera pas d'une grande aide à un premier temps, puisqu'on n'a que des emplacements indiqués, mais ça ne dit pas si vous avez mis des ruches dessus. Et donc pour l'avoir déjà expérimenté sur un foyer de loc, quand Télérucher m'indique 8 ruchers à visiter avec un foyer de loc, et que j'en visite une vingtaine, parce qu'à chaque fois que je vois un rucher, on me dit, bah oui, mais il y en a un autre là, puis que les gens ne sont pas déclarés, vous imaginez ce que ça va donner avec Etina, ça va être compliqué, quoi. Alors, donc du coup, d'où cette idée qu'au niveau de la région, peut-être, on puisse se créer un outil. Et je pense qu'un outil vétérinaire donc, garantira la confidentialité des données. Et donc du coup, ça ne servirait que le jour où il y a un souci, quoi. Et ça me semble essentiel. Et donc du coup, ça rebondit aussi sur le problème des trop de ruchers qui sont non déclarés
et pour lequel on n'a encore pas mis au point donc, de procédure de gestion, mais qui peut être problématique en cas de ptycholoptère. Au niveau donc, du réseau vétérinaire, donc, au niveau de la région Grand Est, donc, il faut en parler quand même, parce que c'est bien beau que vous déclariez, sinon on ne peut pas faire le boulot, ça ne va pas aller. On a une problématique qui est propre à la région, on manque de monde, évidemment. Hein. La plupart des cliniques vétérinaires cherchent des vétérinaires, mais on n'en produit pas assez. Donc on a quand même un effectif qui est restreint sur la région, mais la plupart des vétérinaires que le GTV a formés depuis 2019 dans cette optique-là sont encore présents, sont motivés. Ils ont demandé les mandatements auprès des DSV pour pouvoir être missionnés si jamais il y a besoin. Le souci, c'est qu'ils sont peu sollicités en pratique sur le terrain, puisque ce qui conditionne l'appel des vétérinaires, c'est vos déclarations de mortalité en saison. Donc, il faut voir ça. Bon, il y a un problème administratif qui est le mandatement à durée variable, c'est-à-dire qu'un vétérinaire qui a le DIE, le diplôme comme moi, on a d'emblée le mandatement pour 5 ans, alors que celui qui n'a pas le DIE, il est mandaté que pour 2 ans, puis au bout de 2 ans, il faut le renouveler. Bon. Ça, c'est notre sauce, mais il faut voir ça avec l'administration. On a un souci sur le territoire, la région Grand Est est quand même très grande, et donc je vous montrerai donc après, on est réparti de manière assez inéquitable sur l'ensemble du territoire, d'où un temps de route parfois important, et donc c'est intéressant que vous soyez réactifs s'il y a une alerte pour qu'on puisse s'organiser et faire le boulot dans les délais impartis. Évidemment, dans cette optique-là, le vétérinaire agit sous l'action de l'autorité des services vétérinaires, donc nous ne pouvons travailler que si on est missionné par la DSV. Le souci, c'est que de mon point de vue, et ça on en avait déjà parlé, on n'a pas de pouvoir contraignant pour visiter un apiculteur qui serait récalcitrant. Celui qui nous appelle, bah, évidemment, on y vient, puisqu'il est volontaire, il déclare la chose. Mais si dans le cadre des opérations de prophylaxie aux alentours, on doit aller voir d'autres ruchers et qu'il y a notamment des ruchers sur un territoire privé, on a un droit français qui est quand même très compliqué. Et donc du coup, pour entrer sur un terrain privé, même assermenté, tout le tralala, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Donc là, c'est un vrai frein parce qu'on est sur de la biologie et ça va vite. C'est pour ça que dans le système, on a mis en place une sorte de principe d'entraide, puisque certains vétos ont le diplôme, d'autres sont juste formés aux premières bases. Donc quand il y a un véto qui est missionné et puis qui a un problème, et si ce n'est pas un véto DIE, il peut appeler l'un des 3 vétos DIE pour avoir des conseils, et comme ça au moins le niveau de compétence reste donc même à distance de qualité. Sur la problématique d'ETINA, donc je vous le rappelle, les conférences de formation d'ETINA qui étaient donc dispensées avec les financements de France Agrimaire, qui ont été mis en place il y a au moins 3 ans de mémoire, sont toujours disponibles par le biais des vétos. Ce qui fait que si vous avez des journées de formation technique, des assemblées générales, ça peut être un point d'animation pour former donc, vos adhérents et donc les informer de cette problématique. Donc ça, on peut venir, il n'y a pas de souci. Une carte de la région, bah oui bien. Donc vous avez donc les coordonnées des vétérinaires qui sont en place. Bah oui, moi personnellement, donc je suis sur le 52, le 10, le 51 et le 55 en mandatement apicole. Julie qui est des Ardennes, ben, elle fait les Ardennes, elle fait donc aussi 51, 55. Donc on est tous mandatés. Donc Luc, mettons Archambault 88, puis donc aussi sur 54. Donc on essaie de couvrir tout le terrain, mais vous voyez bien, c'est sur la façade où il y a plus de ruches qu'on a le moins de vétos. Hein. Donc notre boulot, c'est de former des vétos. Le problème, c'est qu'il faut qu'on leur donne un peu aussi l'idée qu'ils vont mettre les mains dans les ruches, quoi. Donc il faut qu'il y ait des déclarations de mortalité derrière pour leur permettre de s'aguerrir. Dernier point sur les forces et faiblesses de la région Grand Est. Les services de l'État, ben, ils sont en vigilance permanente par rapport donc, aux ptycholoptères. Ce sont bien eux qui reçoivent les appels des apiculteurs, même si vous avez signalé l'information à un vétérinaire PSE, un vétérinaire mandaté que vous connaissez. Le but, c'est de faire une déclaration rapide. Et là, on n'est pas comme sur la LOC, on a un peu le temps, à la rigueur. Là, on est vraiment sur quelque chose qui presse. Du coup, dans le cahier des charges, ben, normalement, ils cherchent un vétérinaire mandaté le plus rapidement possible. Ils l'envoient en mission pour aller investiguer donc, la mortalité, la dépopulation que vous avez signalée sur le site. L'État prend en charge financièrement les visites et les analyses de laboratoire. Et il coordonne les actions sanitaires. Alors, sur certaines choses, comme la LOC, on avait parfois des variations d'un département à l'autre. Je veux croire qu'en matière de ptycholoptères, chaque département, chaque DSV sera hyper réactif et ne fera pas d'écart par rapport aux confrères.
On est sur un problème très très pressant. Par contre, comme je vous le disais, donc, comme l'État coordonne aussi la destruction des ruchers, ça peut être un point d'achoppement, puisqu'on peut avoir des difficultés logistiques qui se font jour, et donc ce sera à l'État de gérer la question, puisque c'est bien eux qui nous missionnent pour mettre en place les opérations de destruction. D'où l'idée de tester un peu la procédure sur le terrain, en pratique, parce qu'il est possible qu'on ait des écarts par rapport à la théorie. Alors l'État a mis en place ce que vous savez, donc la base de données téléruchers, qui, de mon point de vue, est un premier outil de travail pour vos déclarations, je dirais, standards. Oui, à couper. Ah non, c'est revenu. Donc télérucher peut être utile, mais en fait, comme vous ne le mettez pas à jour à chaque mouvement de colonie, forcément, là, sur quelque chose qui est dynamique, comme le petit coléoptère, ça peut être compliqué. Donc il y a encore des choses à rôder. Alors, personne ne sait dire si un petit coléoptère arrivera sur le territoire métropolitain, mais on le craint quand même au gré des échanges mondialisés. Si frelon asiatique est arrivé chez nous, petit coléoptère peut très bien arriver chez nous, c'est la même dynamique. De où est-ce qu'il arrivera, on n'en sait rien. Donc ça fait déjà deux inconnus qu'on ne maîtrise pas. D'où l'idée qu'il faut quand même qu'on soit aguerri, qu'on puisse peut-être s'entraîner ou mettre au point quelques procédures adaptées à notre région pour qu'on puisse savoir vite comment on va faire si ça arrive. En bilan, je vous redirai, je le rappelle, j'ai assez dit, c'est un danger qui est mixte. Combinaison, pour moi, varroa plus frelon asiatique. Donc très très dangereux. Perte de production qui sera alarmante, colonies plus produits apicoles, plus blocage de tout ce qui se passe à moins de 5 km à la ronde, le temps de faire les opérations de prophylaxie. Donc c'est encore moins drôle que pour la loc, où c'était bloqué en général à 10 ou 15 km. On n'a pas de traitement spécifique, donc on oublie pour l'instant l'idée de se dire « Oh, je vais faire un traitement, puis ça se passera comme ça ». Et encore moins pour tout ce qui est externe, puisque la phase larvaire qui est dans la terre, on ne la maîtrise pas. Contrairement au frelon asiatique, on a quand même des procédures administratives qui sont prêtes. On a 6 petits coléoptères arrivent, frelon asiatique, on a tout l'arsenal qui est prêt, l'État sait ce qu'il a à faire, et les financements sont là, on a ce qu'il faut pour faire les diagnoses, et donc on sera quand même, de ce point de vue-là, beaucoup plus réactif. Ceci dit, comme je vous l'ai laissé entendre, il y a une structuration sanitaire à améliorer pour la traçabilité des transhumances, le repérage des ruches abandonnées, et ça peut être la vigilance de chacun. Je ne dis pas que ce soit parfait, parce que quand bien même vous aurez fait le repérage, qu'est-ce qu'on en fait, nous, avec les services de l'État, ça c'est à nous d'y réfléchir. Et donc je pense que c'est un vrai chantier à mettre en place à très moyen terme. Et donc dans ces cas-là, il faut aussi pouvoir évaluer la qualité des procédures de destruction des ruchers, qui seraient des ruchers à risque. Pour terminer, évidemment, je voulais assez entendre. Donc, le temps est compté avec Etina. Rapport à l'enfouissement des larves, à la migration, à la réincubation d'une ou plusieurs ruches suivantes. Et j'ai coutume de dire qu'il y a un scénario que je ne voudrais pas voir arriver en France, et vous me direz si d'après vous c'est impossible qu'il arrive. Supposons qu'un jour Etina s'installe dans un rucher qu'on ne connaît pas, ou qui n'est pas déclaré, mais qui est sur un terrain privé, tant qu'à faire. Comme ça, pour y aller, c'est plus dur. Dans une zone où il y aurait une transhumance apicole, où il y a un peu de monde, luzerne, sapin, châtaignier, vous imaginez du mouvement autour, donc des milliers de ruches qui viennent de toutes origines sans qu'on ait d'outils de traçabilité efficace. Chez un apiculteur qui n'est même pas trop informé de ce que c'est qu'un petit coléoptère, qui confondra peut-être même les larves avec de la fausse teigne, qui se dira si c'est ça, mes connies sont fichus, je laisse comme ça, puis ça finira comme ça. Qui ne serait peut-être même pas formé aux mesures de biosécurité parce qu'il laisserait ses connies mourantes vivre en autonomie. Il ne veut pas leur voler leur miel, il fait les abeilles pour le plaisir. Bon, vous voyez, moi je pense que c'est encore possible. Et encore pire, supposons que dans tout ça, aux alentours de ce foyer, on aurait des ruches qui auraient été volées et qui auraient été emmenées à plusieurs centaines de kilomètres de là parce que c'est plus drôle quand ça va loin. Et apparemment, il y a eu le cas en Italie. Est-ce que d'après vous, c'est ce scénario qui, pour moi, est catastrophique, est impossible en France ou dans notre région? Je ne suis pas sûr de dire que des bêtises. Alors, on est des gens responsables. D'après moi, comment gérer actuellement une telle somme de risques? Je préfère vous inciter à être dans l'anticipation, par la formation, par la préparation de tous les acteurs qui sont à votre disposition, plutôt que de jouer avec le feu, si j'ose dire, mauvais jeu de mots, pour assumer des pertes de production qui seraient catastrophiques. Voilà ce que je peux vous dire sur cette jolie petite bête. Merci pour votre attention.